L'actualité nationale, depuis peu, est aussi riche que variée. De la politique à l'économie, en passant par la culture, la géostratégie, l'intelligence artificielle, le social et j'en passe. On ne manque pas de sujets pour pourvoir les débats, tant dans les cercles purement politiques, tels les états-majors des partis, que dans les milieux académiques et autres. Autant la teneur de l'actualité milite qu'on s'y pense, autant le profil de ceux qui s'y intéressent de plus en plus en appelle à plus de circonspection et de lucidité. Eh bien, il ne s'agit pas d'aller trop vite en besogne au risque de se retrouver dans le décor. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Nous nous pencherons aujourd'hui beaucoup plus sur l'actualité politique. Même si on le sait, la politique est le socle de tout processus de développement. Ainsi, à bâton rompu, nous discuterons avec notre invité du jour de presque tout, notamment politique. Un invité qui en lui-même laisse ébahi tout observateur averti parce qu'on ne l'y attendait plutôt pas. Agrégé des facultés de droit, professeur titulaire du CAMES en droit public, avocat au barreau du Bénin, ancien vice-doyen de la faculté de droit de l'université d'Abomey-Calavi, directeur de laboratoire de recherche et de plusieurs masters, dont celui en marché public. Il a formé plusieurs promotions de juristes. Aujourd'hui, il se présente comme membre et cadre du parti Union progressiste. Professeur Ibrahim Salami, bonjour. Bonjour Spéro Aouissounou. Merci de nous avoir honorés. Merci, c'est moi. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de présenter cette émission avec mon collègue et cher ami Charbel Ayou. Bonjour Charbel. Spéro Aoussounou, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Professeur Ibrahim Salami, bonjour. Bonjour, cher ami. Professeur Ibrahim Salami, vous êtes très rare sur les médias, on le sait. Vous êtes, on ne vous met pas la main là-dessus comme ça. Vous êtes toujours entre deux avions pour les cours à l'université, pour les plaidoiries devant les barreaux et autres sollicitations diverses. On vous sait aussi acteur politique de l'ombre. Professeur Ibrahim Salami, qu'est-ce qui a pu bien motiver votre illustre personnalité pour cette sortie? Comment se porte le professeur? Le professeur se porte bien et très bien. Ah, c'est heureux de l'entendre dire. Bien et très bien, je n'ai... vous savez, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et même lorsqu'il est trop calme, il faut chercher aussi à diversifier. Et la vie est plaisir quand on le diversifie, quand on la diversifie. En réalité, pourquoi une sortie politique? Vous savez, j'ai commencé en rentrant au pays après mon doctorat au Bénin à être un intellectuel indépendant qui commente l'actualité, qui est spectateur de la vie politique, même si de temps en temps je manifeste mes intérêts pour la science et la consultation. Et à un moment donné, on arrive à un carrefour de sa vie, peut-être la cinquantaine commençant, on se dit il faut arrêter d'être spectateur. Il faut arrêter d'être spectateur, il faut arrêter d'être commentateur. À un moment donné, il faut assumer et il faut être acteur. Et donc, c'est un passage là entre la théorie et la pratique dont je prends le risque et la mesure qui m'a amené à m'engager politiquement, à considérer que la chose publique ne doit pas être seulement la chose des autres. Et moi, j'invite les intellectuels comme moi à participer à la gestion de la cité, parce que c'est ça, la politique. Et elle a tout de beau et de joli et de grand quand on veut servir son pays avec engagement, avec dévouement et avec patriotisme. Donc c'est cela qui justifie aujourd'hui que je m'engage politiquement. Alors, professeur, vous êtes, on le sait, très critique. Avez-vous déjà embauché la trompette du Salam Alek, tout est bon, tout est beau? Lorsqu'il s'agit des miens, tout est mal, tout est mauvais, tout est vilain lorsqu'il s'agit des autres, puisque c'est cela qui caractérise généralement les hommes politiques. Oui, il paraît que c'est ainsi. Mais je pense que, vous savez, tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait tel qu'on est, avec ses convictions,
avec ses croyances et avec son profil. C'est vrai, moi j'ai la chance d'avoir gravi tous les échelons en termes de diplôme et de grade universitaire. Mais j'aborde la politique, non pas en professeur titulaire ou en agrégé, mais en toute humilité, parce que c'est un autre monde qui n'est pas celui du droit et qu'il ne suffit pas d'être juriste pour être bon politique. Donc je l'aborde avec beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup, quelqu'un comme Joseph Diogbenou a une expérience politique beaucoup plus élevée que moi. Lui et moi, on est collègues universitairement et avocats, et sur le plan et en tant qu'avocat, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, pour le parcours qui est le sien. Et donc moi, je ne suis pas prétentieux, je n'ai pas l'intention de dire que je sais tout, mais je suis dans une sorte d'université politique et j'apporterai ma pierre à l'édifice avec mes qualités et mes défauts. Êtes-vous alors venu à la politique avec de nouveaux idéaux, des visions qui vous sont propres? Oui, je pense que quand on vient comme ça, on a l'impression que... On ne peut pas donner l'impression que c'est avec mon arrivée que tout va changer et que ceux qui sont là avant n'avaient pas d'idées et que c'est moi qui viens avec de nouvelles idées. Non, je ne prends pas les choses comme ça. Je prends les choses, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, en disant que ceux qui sont là ont quelque chose à m'apprendre et à m'apporter et que moi aussi j'ai quelque chose à leur apporter. C'est vraiment le rendez-vous dans la conception du donner et du recevoir. Vous dites, professeur Ibrahim Salami, que vous êtes à l'université de la politique. Que voulez-vous dire? Vous savez, je pense que dans toute activité dans la vie, on a besoin d'apprendre. Et quand moi j'ai assisté à mes premières réunions au sein de l'Union progressiste, on m'a donné la parole, j'ai dit je suis surtout venu écouter. Et je suis surtout venu écouter, je ne suis pas venu en prétentieux universitaire qui veut dispenser des cours. Et donc là, c'est plutôt moi qui me comporte en tant qu'apprenant. Et je sais que je suis un apprenant qui apprend vite et que la preuve, si je suis là aujourd'hui, c'est que mon parti m'a fait confiance pour porter sa voix, porter ses couleurs. Et j'estime que c'est une marque de confiance et je remercie les dirigeants de mon parti pour ça. Cela veut dire, professeur Ibrahim Salami, que vous n'êtes pas venu à la politique, à l'Union progressiste, en épousant simplement les idéaux de l'Union progressiste. Bon, évidemment que les idéaux de l'Union progressiste m'ont parlé, parce que, vous savez, quand on parle de l'Union progressiste, on parle des pays en développement et tout ça, mais en réalité, avant d'aller au développement, il faut des progrès sur divers plans. Ce sont, dans des pays comme les nôtres, c'est surtout des progrès, pas des progrès dans différents domaines qu'on va avancer avant même que de parler de développement proprement dit. Et le développement étant multidimensionnel, il faut qu'on arrive à progresser dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc., avant d'envisager le développement. Et donc cette notion-là de l'union dans le progrès, c'est quelque chose qui m'a parlé, qui m'a donné envie d'aller à l'Union progressiste. C'est moi qui ai fait la démarche vers l'Union progressiste. C'est vous qui avez fait la démarche? Absolument. Mais il y a le bloc républicain, il y a le parti Les Démocrates, il y a le parti Force pour un Bénin émergent et autres. En fait, pour être franc, je vais vous dire, on est à l'heure de vérité dans ma part, je vais vous dire ma part de vérité. Il y a eu, pour aller à la politique et aller à l'Union progressiste, il y a eu deux phénomènes. Un phénomène interne à moi, qui se dit à un moment donné, je prends la décision avec un déclic de dire cette fois-ci je veux aller à la politique. Ça c'est personnel. C'est un choix personnel qu'on assume et tous ceux qui me connaissent savent que si je ne suis pas convaincu de quelque chose, je ne sais pas le faire et le faire bien. Donc il y a une démarche personnelle de moi-même qui me sent prêt. Et ensuite, il y a eu un environnement politique qui a permis cela par les nouveaux dirigeants de l'Union progressiste,
je vais parler du professeur Diogbenou, qui a donné, tout ce présidium a donné une nouvelle envergure à ce parti, en termes d'ouverture, en termes de renouvellement, en termes d'offres politiques, en termes de propositions politiques. Et c'est cette dynamique, ce dynamisme-là m'a interpellé, m'a donné envie, plus moi-même, ma décision personnelle, qu'à rencontrer un environnement politique qui puisse m'accueillir dans cette vie politique. Donc, c'est cela la vérité. Alors, professeur Salami, vous êtes membre de l'Union progressiste. Qu'est-ce qui ne va pas à l'Union progressiste? L'UP se porte-t-il bien? Le parti se porte-t-il bien? L'Union progressiste se porte très bien. Il se porte très bien et il a l'ambition raisonnable d'être le premier parti du Bénin. Parce que nous avons une ambition de faire du Bénin davantage et de plus en plus un grand pays, un beau pays, à l'image de ce qu'on a observé au 1er août. D'abord, l'union, le fait de voir les anciens présidents donne une image de l'union, de l'unité nationale. Et ce qu'on a vu avec les 3 monuments, c'est l'idée d'un Bénin qui progresse, un Bénin qui est beau. Et donc, l'Union progressiste se met dans cette dynamique-là. Et donc, c'est normal que, se mettant dans cette dynamique-là, ne veuille pas dormir sur ses lauriers. Et c'est pour cela qu'il y a un renouvellement du personnel, rajeunissement, renouvellement en termes de qualité d'hommes et de femmes qui viennent et d'ouverture politique envers d'autres partis politiques. Ça va véritablement à l'Union progressiste. Nous avons enregistré il y a quelques semaines encore le départ d'Amoussou Bruno et d'autres ténors du parti. Qu'est-ce que vous appelez départ? Parce que Amoussou Bruno n'a pas quitté l'Union progressiste. C'est le jeu normal des institutions que quelqu'un quitte et que quelqu'un reste. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le président Amoussou a assez donné. Et il a décidé lui-même de passer la main. Vous savez qu'il a dit? Il a décidé lui-même de passer la main. Vous savez qu'il a dit? Si vous lisez la presse cette semaine, M. Benochi a dit que lui-même, témoin oculaire, il a vu Bruno Amoussou conduire le processus et la réunion qu'il a conduit à se désengager du bureau de l'Union progressiste. Donc, fin du débat. C'est lui-même qui l'a voulu, c'est lui-même qui l'a organisé, c'est lui-même qui l'a demandé. Ça peut être un départ ciblé, un départ forcé. Par qui? La politique a ses raisons que la raison ignore. Alors vous en saurez plus que moi. Alors, non, je crois qu'il y a beaucoup de supputations. Il y a beaucoup de supputations, beaucoup de rumeurs sur les conditions de telle ou telle chose. Je vous garantis que Bruno Amoussou n'a pas quitté l'Union progressiste. Il fait partie du... On ne l'a pas débarqué. Mais non. Il est de la présidence. Non, pas du tout. C'est lui-même qui l'a demandé. C'est lui-même qui a organisé les choses pour qu'on en arrive là. Et je vous dis, l'honorable Benochi, qui est membre du présidium actuel de l'Union progressiste, l'a dit et redit de façon publique. Donc, même si vous ne me croyez pas, vous pouvez croire, monsieur Benochi, mais je crois que ça fait partie de la vie des partis politiques. Un parti, ça naît, ça grandit, ça se détruit, ça s'agrandit et ça meurt. Il en est ainsi dans tout. Et je crois qu'on ne peut pas non plus vouloir une chose de son contraire. Vouloir que la vie politique se renouvelle et que les gens ne restent pas ad vitam aeternam ou chef d'État ou député ou chef de parti. Et une fois que ça se fait, encore dire pourquoi ça s'est fait ainsi. Moi, je suis fier de ce renouvellement-là. Je suis fier de la façon dont les choses sont prises en main. Un présidium qui est composé du professeur Diogbenou, de Madame Talata et de M. Benochi. Franchement, c'est une équipe gagnante. Et j'espère que ça sera ainsi dans les urnes. Professeur Ibrahim Salami, vous vous rendez compte, il y a toute une polémique qui a suivi le départ du président Bruno Amoussou, d'Abraham Zizinokwe et autres
du directoire de l'Union progressiste. Il y a toute une polémique qui s'en est suivie. Mais chose curieuse, pour taire la polémique, en principe, ne voyez-vous pas que ce ne devrait pas être Gérard Benoît qui devrait porter la voix? Bruno Amossou, pour mettre un terme à la polémique, pourrait se lever et dire « Je siffle la fin de la création, c'est moi-même qui ai décidé ». Parce qu'on dit qu'en politique, il n'y a pas d'âge pour arrêter. Non, attention. Ce n'est pas parce qu'il a quitté la présidence de l'UP qu'il a dit qu'il a arrêté la politique. Ce n'est pas parce qu'il a quitté la présidence de l'UP qu'il n'est plus membre de l'UP. Ce n'est pas parce qu'il a quitté la présidence de l'UP qu'il n'a plus un réseau d'influence politique. Et puis même, à supposer même qu'il quitte l'UP, bon, ça n'aurait pas été quelque chose d'extraordinaire à un moment où les gens choisissent de quitter la politique. Un parti politique, c'est une association politique. Mais jusque-là, il fait toujours partie du Conseil des sages avec M. Président Nago, Idi Kolaolé et bien d'autres qui continuent d'être des sources d'inspiration pour le parti. Mais pourquoi l'Union progressiste a décidé de débarquer? Quand on dit débarquer, cela ne veut pas dire qu'il a quitté nécessairement le parti. Mais il y a lui, il y a Abraham Zizinokwe, je retourne la question. Pourquoi est-ce que l'UP n'aurait pas le droit de changer son directoire? Pourquoi est-ce que l'UP n'aurait pas le droit de changer de présidium? Pourquoi est-ce que l'UP n'aurait pas le droit de changer de président? Je ne comprends pas. Non, parce que certains estiment que... Oui. Il y a d'autres qui sont dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Bon, puisque vous êtes membre de l'Union progressiste, oui, au cadre, oui, très écouté, très influent dans le parti, parlez-nous-en. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, je ne fais que vous dire ce qui s'est passé, mais vous continuez à croire ce que vous voulez. C'est ce qui s'est passé, voilà. C'est ce qui s'est passé de l'intérieur que je vous dis. Je vous dis que ça s'est passé comme ça et que maintenant, si le président Amossou n'a pas encore parlé, mais il décidera quand le moment viendra de parler. Mais je vous dis ce qui s'est passé et pour nous, en réalité, ça fait partie du passé. On veut maintenant avancer. Je ne veux pas être un homme du passif ni du passé. Je veux être un homme de progrès et d'avenir. Et pourquoi pas? C'est pour ça que je veux qu'on parle de l'avenir. L'actuel président de l'Union progressiste, il en a pour combien de mandats? À peine arrivé, vous pensez déjà à la fin de son mandat. Non, c'est trop tôt pour en parler. Il vient d'être élu, le moment viendra, la vie politique assez... Cela veut dire qu'à la tête de l'Union progressiste, lorsqu'on est président, on n'a pas un mandat. On peut être mandat illimité. Mais non. non, en fait, en réalité, vous savez, les dynamiques politiques dépendent aussi du contexte. Et quand un parti politique estime qu'il y a des échéances et qu'il est utile de changer tel ou tel maillon de son système pour mieux avancer, pour conquérir, pour aller aux élections dans de bonnes conditions, c'est un choix qui lui est totalement loisible, n'est-ce pas? En toute humilité, je peux vous dire que vous n'êtes plus à l'université de la politique, vous êtes un professeur en politique. Non. Alors, mais pourquoi c'est toute une vague qui s'en va? Ce n'est pas seulement le professeur Bruno Amossou, il y a Abraham Zizinokwe, et puis dans les coulisses, il y a Abraham Zizinokwe, il y a Idi Kolaolé, il y a le professeur Mathurin Kofi Nago. Pourquoi toute cette vague ensemble? Bon, on va dire qu'il était temps qu'il y ait un renouvellement. Vous savez, la vie des partis politiques, pour coller à la réalité sur le terrain, il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. De plus en plus, la population rajeunit aussi. Et l'électorat s'identifie aux partis politiques et aux candidats qui les portent. Et d'une certaine façon, on peut considérer que le directoire d'un parti politique peut aussi, sans renoncer aux anciens, au conseil des anciens, se rajeunir pour correspondre à ce qui est attendu de la population. On a envie d'avoir aussi
des hommes politiques auxquels les électeurs s'identifient. Et donc c'est très important pour que on parle de renouvellement des partis politiques. Alors, professeur, Et je souhaite même qu'à la tête d'autres partis, qu'il y ait des mouvements de ce genre et que ce ne soient pas les mêmes personnes qui dirigent les partis politiques. professeur Salami, du flirt au concubinage, puis aux noces annoncées, qu'est-ce qui a bien pu motiver ce rapprochement UPPRD? Voilà. En fait, l'une des raisons principales de cette émission, c'est d'expliquer pourquoi il y a rapprochement entre l'Union progressiste et le PRD. Vous avez dû remarquer que le PRD, ses dirigeants, ont communiqué ces derniers jours et que l'Union progressiste a jugé ne pas communiquer. C'est un choix. Et les militants, les sympathisants et la population ont commencé à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas pourquoi on n'entend pas la version de l'Union progressiste? J'ai envie de rassurer les uns les autres que c'est pour ça que j'ai été mandaté pour venir à GovTV pour donner la position de l'Union progressiste. Allons-y. En fait, le mariage est annoncé. Et je confirme que c'est l'Union progressiste qui est allée faire la cour au PRD. Je confirme que le bureau politique de l'Union progressiste a mandaté le présidium pour aller prendre langue avec l'Union progressiste, avec le PRD. Et c'est pour ça que vous avez vu une forte délégation composée du président Diogbenou, de Mme Talata et de M. Benochi aller vers le PRD pour lui proposer ce rapprochement. Alors, ce rapprochement, est-ce la fusion? Est-ce une alliance? Est-ce une absorption? Une absorption? Est-ce une intégration? Etc. En réalité, il s'agit de quoi? Deux partis se mettent ensemble pour créer un seul parti. Deux partis, l'Union progressiste et le PRD, se donnent la main pour créer un seul parti. Donc on peut entendre demain l'Union progressiste du parti ou du renouveau démocratique? Je ne vous dirai pas ce qu'on va entendre. Parce qu'il est prévu qu'il y ait un congrès, non pas le 20, mais le 21, à Porto Novo, au stade Charles de Gaulle, pour célébrer ce mariage politique. C'est un événement d'une grande envergure politique. Vous savez, je vous disais à l'entame de cette émission qu'on a l'ambition d'être et de créer le plus grand parti politique du Bénin. Et ce plus grand parti politique s'inscrit dans la logique de la réforme du système partisan qui veut qu'on n'ait plus des partis politiques croupillons, des partis politiques ethniques, des partis politiques régionaux, des partis politiques de quartier ou de village, mais qu'on ait des grands ensembles politiques. Et je vous le dis, entre nous, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, qui n'aimerait pas être en alliance avec le PRD. Il paraît que d'autres ont essayé avant nous. Nous, on a essayé et ça a été un coup de maître parce que je vous le dis que ce processus est irréversible. Et comment avez-vous pu motiver le PRD à accepter cette union? Mais là, vous allez entrer dans, dans le couvent politique. Je n'ai pas la prétention de dire que j'y étais, je n'y étais pas, mais j'ai été mandaté pour vous dire que les négociations ont plus qu'avancé et que les bonnes clauses ont été acceptées, rédigées, et que le marié
l'Union progressiste a été acceptée par la Marie et la Belle, le PRD, et que cette union-là est scellée. C'est le message que les patrons de l'Union progressive m'ont envoyé pour rassurer les militants que tout est en bonne voie et qu'on a vu par-ci, par-là des logos circuler sur les réseaux sociaux, de ne pas s'en faire. Ce n'est pas ça, le logo du nouveau parti. Le logo du nouveau parti sera dévoilé à l'issue du congrès. Il n'y aura pas deux congrès. Il n'y aura pas congrès du PRD à part, congrès de l'UP à part. Il y aura un seul congrès qui va organiser la création d'un seul parti à partir de deux partis politiques. Donc c'est une fusion pour donner naissance à un autre parti. C'est un nouveau parti qui se crée. Alors, quand on fait ça, ça a une dimension juridique, une dimension politique. Une dimension juridique, c'est qu'on aura une seule entité politique, un seul organe politique, un seul bureau politique. Sur le plan politique, on aura un seul personnel politique qui va faire une seule offre politique. Cela va augmenter la visibilité de ce nouveau parti. Dans les fiefs du parti du Renouveau démocratique, on ne présentera plus le PRD uniquement, on présentera le nouveau parti. Et en réalité, quelle est l'ambition qu'on est en train de rechercher? On veut faire en sorte qu'on ait une sorte de bulldozer politique qui, en quelque sorte, déroule son programme politique, son projet politique, et pour qu'il n'y ait plus grand-chose pour les autres. C'est notre ambition. Chaque parti politique a l'ambition de conquérir le pouvoir, de l'exercer. Et donc notre ambition, elle est affichée. C'est celle-là d'être un grand ensemble politique qui donne envie au Bénin, qui soit à l'image du pays, un grand pays, un beau pays, et qui donne envie de faire de la politique dans des conditions les plus nobles. Le professeur Ibrahim Salami, un bulldozer politique de façon à ce qu'il n'y ait plus rien pour les autres, avez-vous pensé Pas grand-chose. Aux autres partis tels l'Union, le bloc républicain et autres qui appartiennent toujours à la mouvance? Mais vous savez, finiront-ils par vous rejoindre? Vous n'y pensez encore pas? Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais chacun vend son marché. Chacun vend son offre politique. J'ai l'ambition de présenter la meilleure offre politique. L'Union progressiste a l'ambition de présenter la meilleure offre politique. Il appartient aux autres de la mouvance et de l'opposition de présenter la meilleure offre politique et que le peuple tranche. C'est de ça qu'il s'agit et chacun est dans son rôle, n'est-ce pas? Depuis le début de réforme du système partisan, professeur Ibrahim Salami, vous le savez, le PRD ne voulait pas d'une union, le PRD ne voulait pas d'une alliance. Le PRD, vous le saviez aussi, puisque érudit en politique, est très jaloux du PRD. Et depuis le début, le PRD voulait montrer à l'opinion publique qu'il est un parti d'envergure nationale, il est un parti bien structuré, il est un parti, quelles que soient les tempêtes, ne pourra pas s'effondrer. Mais vous êtes parvenu à lui faire entendre raison. Que s'est-il passé, professeur Ibrahim Salami? En fait, c'est vrai que le PRD est jaloux de son identité. Je le sais, en tant que porto-novien. Jaloux de son arc-en-ciel. Jaloux de sa personnalité, de son statut. Et le PRD, n'oubliez pas, est de la mouvance. D'abord, le PRD a voté pour les lois difficiles qui ont conduit à la réforme du système partisan.
Son président était d'ailleurs à l'époque le président du Parlement. Absolument. Et donc, a voté. Et donc, le PRD a toujours été un allié du président Patrice Talon. Un allié avec qui le pouvoir a toujours composé. Un membre au gouvernement et au pouvoir. Ce qui a changé maintenant, c'est une sorte de paradigme qui a changé. C'est-à-dire que le PRD va cesser d'être un allié pour devenir co-compositeur, co-gestionnaire, co-gérant. C'est ça, en fait. Donc, le PRD est resté logique à lui-même, finalement. Et si aujourd'hui, il y a rapprochement entre ces deux parties de la mouvance, c'est que quelque part, le PRD a été rassuré. Il faut voir qu'il y a une certaine alchimie de confiance entre ceux qui discutent aujourd'hui et qui fait que le PRD avance avec confiance avec les dirigeants de l'Union progressiste. Et donc, je pense que c'est une configuration politique heureuse pour les deux partis qui pourront dire maintenant, à partir de maintenant, on est encore plus fort. Et je pense que c'est un événement politique qui mérite d'être salué et qui mérite que je sois avec vous ce matin. Un responsable de l'Union progressiste a laissé entendre qu'avec cette union PRD, Union progressiste, que le nouveau parti pourra maîtriser toute la scène politique au moins sur les 15 prochaines années. Que vouliez-vous dire? Oh, je ne vais pas m'avancer dans le temps parce que seul Dieu est maître du temps. On ne maîtrise même pas ce qui peut arriver demain. On a des projections en espérant que Dieu, Allah, le grand architecte, nous permette de voir. On se projette dans l'avenir, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Espérons, Inch'Allah, que Dieu va accorder son onction à tout ce que nous faisons. Une autre préoccupation, ouais. Le président Adrien Mbedi est d'un certain âge. Le président Bruno Amousou, qui dirigeait le parti Union progressiste, est aussi d'un certain âge. Pourquoi avoir attendu le départ du président Bruno Amousou et de ses colistiers, excusez-moi de parler en ces termes, qui sont pratiquement de la même génération, pour entreprendre cette union entre ténor, dinosaure, le renard de Jacotomin et le Ragbet de Porto-Novo? L'entente aurait été plus facile, non? Ou bien il y a un peu de problème entre ces dinosaures? Enfin, vous comprenez? Non, je comprends vos questions pièges. Non, je pense que... Je ne prétends pas vous piéger. Non, vous n'y arriverez même pas. Non, je pense que il ne faut pas discuter longtemps sur le passé. Je pense que tout est question de contexte. Tout est question de contexte politique. L'arrivée de ces nouveaux dirigeants de parti a peut-être facilité les choses. Moi, je veux constater cela et avancer sur cette base. Excusez-moi, une fois encore, je peux vous rassurer que je ne voulais pas vous piéger. Puisque auparavant, avant même que Joseph Diogbenou ne devienne président de l'Union progressiste, on l'a vu effectuer quelques sorties vers le grand Adrien Mbedi. Oui, moi je trouve que cette sortie était, sur un plan politique, d'une grande intelligence. Parce que c'est la marque du respect, de la considération. Sans doute, vous savez, les réformes sont portées par des hommes. Sans doute avait-il l'idée déjà que cette voie-là serait empruntée. Et donc, quand moi je l'ai vu, je l'avais vu aller chez le président Mbedi, je n'avais pas compris la signification politique qu'il y avait derrière ça. C'est après que j'ai compris. Je me suis dit,
c'était d'une belle intelligence politique. Et quand ça donne des résultats comme celui-là, à convaincre quelqu'un comme Adrien Oumbédi à faire le pas, je pense que c'est une intelligence politique à saluer. Alors, professeur, revenons sur ce dont vous avez parlé il y a un instant. Le PRD a toujours revendiqué et le poursuit ses attributs en cas d'union, le logo, le slogan, etc. L'UP également a aussi les siens. Des conditionnalités à vider avant tout projet d'union. Qu'en avez-vous décidé concrètement? Non, je ne dévoilerai pas tout ici. Je vous ai dit qu'il y aura un congrès. Ce serait irrespectueux de ma part de dire des choses que le congrès validera ou ne validera pas. Je ne vais pas commencer mon engagement politique en faisant ce genre d'erreur. Non, je pense que j'ai dit l'essentiel, que les militants et sympathisants et tous citoyens intéressés par la politique devraient savoir. Pour le reste, le logo, le slogan, la configuration du nouveau bureau du parti politique, son nom définitif, je pense qu'il faut attendre le 21 août et que le nouveau bébé puisse se présenter à la population. Ce mariage pourra-t-il vraiment durer dans le temps? Inch'Allah. J'espère bien. En tout cas, il a tout pour durer. Et puis, les êtres humains, ils font ce qu'ils peuvent. Et puis, la nature et Dieu décident de ce qui reste. Professeur Salamé, lorsque l'Union progressiste discutait avec le Parti du Renouveau démocratique, un politique me dit, Monsieur Ayou, est-ce que c'est seulement maintenant que le Parti du Renouveau démocratique a compris le système de réforme partisan? Qu'est-ce que vous répondez? C'est une question posée au PRD. Je pense que vous aurez l'occasion de leur poser cette question-là. Mais posez-leur vite la question avant le congrès, parce qu'après, on ne parlera plus du PRD, on parlera du nouveau parti. Ce mariage a-t-il reçu la bénédiction du patron des forces politiques de la mouvance, le chef de l'État, Patrice Talon, Monsieur Salamé? Ouais, je pense que cette union-là a dû recevoir, vous voyez, a dû recevoir l'ensemble de l'onction, parce que c'est des partis de la mouvance qui soutiennent l'action du gouvernement, donc évidemment, je pense que ça a dû être validé. Professeur Ibrahim Salami, le PRD, c'est une religion pour ses militants. Et au départ, vous avez été témoin, vous aussi. Le PRD a refusé toute union, toute alliance. Est-ce qu'aujourd'hui, en acceptant cette union, vous êtes aussi professeur, le PRD ne s'est pas laissé prendre par son propre piège? Non, moi je pense que, vous savez, on a l'habitude de vouer aux gémonies nos hommes politiques. Adrien Oumbédi est illustre, on le respecte. Oui, mais on a l'habitude de les critiquer, les insulter, les traiter de tous les noms. Pourtant, moi je pense que ce sont des gens respectables. C'est des pères de famille, des grands-pères de famille, des gens qui ont choisi de servir le pays. Je pense que il y a deux façons de voir les choses. Une façon négative, une façon positive. La façon négative, c'est de dire, il a toujours refusé, maintenant, il a accepté. La façon positive, c'est de dire, mais c'est peut-être une marque de lucidité, d'une plus grande lucidité, de la part de quelqu'un qui a une vision de sa descendance politique, que de finalement trouver l'occasion de passer à quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Adrien Oumbédi, pour Maître Adrien Oumbédi, Docteur Adrien Oumbédi. J'ai beaucoup de respect pour les dirigeants de l'UP qui ont eu ce courage politique. Parce qu'on n'aurait pas pu parier. Qui aurait pu parier
que ça pourrait arriver. Je pense que c'est cette façon positive de voir les choses, cette façon heureuse, élégante et intelligente de voir les choses qu'il faut retenir de cette union et saluer ceux qui ont été à l'origine de ce joli mariage. Justement, c'est fort de tout cela, tout ce développement que vous venez de faire, professeur Ibrahim Salami, qu'on a envie une fois encore de vous demander. Vous avez envie d'adhérer à l'UP? Non, j'ai envie de vous poser la question. Oui. C'est vous, vous l'avez dit, qui vous êtes porté vers le Parti du Renouveau démocratique. Qu'est-ce que le PRD? Oui, PRD. Oui, je veux dire, c'est vous, l'UP. L'UP, futur PRD. Qui s'est porté vers le PRD voilà. pour cette union. Ouais. Qu'est-ce que le PRD peut véritablement apporter à l'Union progressiste, au parti, à ce nouveau parti qui va naître? Non, en fait, il faut avoir l'esprit que, en politique, l'addition est toujours meilleure. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas, mathématiquement, combien peut représenter le PRD si on va aux élections. Ça peut être 10% ou moins de 10%. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'en politique, quand vous allez à Porto-Novo ou dans les fiefs du PRD, vous pouvez avoir quelqu'un, un homme, qui est de l'UP ou du BR et sa femme qui est PRD. À partir du moment où les deux partis seront ensemble, ça va créer une unité déjà dans la famille et ça va créer une dynamique encore plus forte sur le terrain politique. C'est-à-dire que désormais, l'offre politique est beaucoup plus cohérente et ça va faciliter la conquête des électeurs et la conquête de nouveaux sièges s'il y a des élections. Donc c'est ça. Ne serait-ce qu'en termes de, voyez-vous, en termes d'image, de savoir que ces deux partis-là seront ensemble, c'est un gain politique. Et c'est un gain politique dont on appréciera la portée après les élections. Parce que un parti politique comme l'UP a des ambitions à court, moyen et long terme. Les objectifs qu'on se fixe, c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est aussi pour longtemps. Et donc, conforter une assise politique, conforter un positionnement politique, c'est un gain politique. Et je vous le jure, beaucoup auraient aimé être à notre place et avoir ce partenariat et ce gain-là avec le PRD. Si je rapporte toujours des analyses d'observateurs politiques, si l'Union progressiste s'est précipitée dans les bras de l'UP, du PRD, sinon l'Union progressiste a voulu nécessairement de cette union et s'est portée vers le PRD pour l'avoir finalement, n'est-ce pas parce que d'autres alliances lui font suffisamment peur, tel le BR, UDBN? Parce que BR, UDBN, c'est ce que vous avez dit, c'est soit de l'addition, soit de la multiplication. Alors ça vous fait peur à l'Union progressiste? Non, non, non. Et puis, ce dont vous parlez là date un peu. Donc, ça ne peut pas être ça qui, des mois plus tard, va inciter. Je ne voudrais pas surtout parler des autres. Je veux surtout parler de l'Union progressiste. Et je considère que dans tous les cas, c'est un gain, c'est une addition, c'est une multiplication. Et en cela, nous sommes dans l'élargissement de l'offre politique de l'Union progressiste et du PRD. Ah, si ce n'est pas trop curieux, c'est qui le prochain président du nouveau parti? C'est trop curieux. C'est trop curieux parce que le congrès n'a pas eu lieu. Il serait prétentieux de ma part de dire qu'il serait président du nouveau parti. Je pense que tout ça va se décider par les instances. Je vous rappelle que je ne suis même pas membre de la direction du parti et que c'est un honneur qui m'a été fait de venir porter la parole de l'Union progressive. Donc je n'irai pas trop vite en besogne, ce serait une erreur de débutant que je ne commettrai pas.
Il y a, professeur, certains membres du PRD qui ont rejoint entre-temps l'Union progressiste. Comment se fera désormais cette cohabitation? Oui, c'est une question très, très, très pertinente et je vous remercie de la poser. Parce qu'effectivement, il y a il y avait euh, certains, Des ténors même, certains ténors et leurs militants. et leurs militants qui ont rejoint les partis de la mouvance, les deux partis attitrés de la mouvance. Et donc, effectivement, voir venir le PRD peut créer certaines frustrations. Mais ça a été géré à l'interne. Il y a eu des discussions, il y a eu des échanges. Et puis, je ne peux pas vous dire que tout est rose dans le meilleur des mondes, mais ça a été compris. Ça a été compris comme les premiers à y aller, et puis d'autres qui viennent après, et tous, au sein d'une même famille, ont compris que c'était le moment et le gain politique non négligeable et important à apporter à la mouvance. Et le nouveau présidium de l'Union progressiste a eu des séances de travail avec ces respectables personnes qui ont compris que ça allait dans le sens de l'histoire de fonctionner ainsi et d'accueillir le PRD à l'Union progressiste. Vous savez que c'est une affaire qui ne pourra pas être gérée aussi facilement, mais que ça peut avoir des répercussions dans le temps. Pourquoi vous souhaitez le malheur? Non, je pense que... Puisque nous savons certains humains très vindicatifs. Oui, mais vous avez remarqué la discipline des membres de l'Union progressiste. Aucun d'eux n'a eu ce genre de comportement. Et c'est cela aussi qui me fait sentir fier d'appartenir à cette famille politique où les gens sont dans la discipline. Et il y en a même qui ont dit que si le parti ne les retient pas sur la liste, il ne va rien se passer. En fait, quand vous regardez l'histoire politique de ce pays, c'est une sorte de révolution. Vous savez qu'à chaque fois que ce genre de choses se passaient dans un passé récent, il y a à peine 6 ans, ça aurait été étalé sur la place politique, sur la place publique, et ça aurait créé des dissensions. Donc de considérer aujourd'hui que le parti se gère avec consensus, avec compétence et avec acceptation, c'est une avancée considérable et c'est un gain important pour le parti. Professeur Ibrahim Salami, un homme politique, a fait cette analyse sur nos antennes. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il dit que notre pays autrefois était caractérisé par 2 grands partis. Un à dominance nord, un autre à dominance sud. Et permettez-moi de caricaturer la chose comme cela pour me faire comprendre. Alors, cela a créé tout ce qu'on sait jusqu'à la conférence nationale. Aujourd'hui, que nous tendons encore vers cela. C'est aussi votre point de vue, en toute humilité. Je pense que... Et que ça risque de ramener les mêmes problèmes. Je pense qu'il peut y avoir des velléités que les partis se comportent comme partis du Nord ou partis du Sud, des velléités. Mais je crois qu'on doit les combattre. Et c'est aussi pour ça qu'on doit avoir des grands ensembles politiques qui ne soient pas que des régions ou d'une partie du pays. C'est très important. Moi, j'ai vraiment horreur d'avoir une conception du pouvoir ethnique. Le pouvoir Nago, le pouvoir serait Fon, le pouvoir serait Bariba, le pouvoir serait du Nord, le pouvoir serait ethnique. Ce serait une catastrophe pour notre unité nationale que d'en arriver là. Je crois qu'on doit travailler à ce qu'au sein des partis politiques et même dans la représentation qu'on a des partis politiques, qu'il y ait des gens de tout horizon. Et c'est pour ça que moi je trouve que d'avoir au sein de l'Union, dans le présidium de l'Union progressiste,
des gens du Nord, des gens du Sud, des gens du Centre. Je trouve que c'est une bonne configuration politique. Nous devons travailler pour l'unité nationale et pour que notre pays soit grand, pas des ensembles régionaux. Alors, professeur Salami, du départ de Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle, qu'en avez-vous dit lorsque vous l'avez appris? Avez-vous été convaincu des motivations avancées par votre collègue? Vous savez, ça a été un grand événement politique et juridique. Juridique parce que on n'est pas habitué à ce que quelqu'un qui est président d'une institution démissionne. Le poste qu'occupait mon collègue Joseph Diogbenou, c'est un poste de rêve pour beaucoup. C'est-à-dire que quand on est juriste, et qu'on a cette envergure, qu'on devient président de la Cour constitutionnelle, il faut faire preuve d'un grand détachement pour le laisser, pour quitter ce poste. Et donc je trouve que c'est un geste d'un grand détachement et qui traduit que l'homme n'est peut-être pas attaché tant que ça au poste. J'y ai vu un homme de mission, c'est-à-dire qu'un homme de devoir et de mission qui considère que ce poste qu'il occupe, ce n'est qu'un poste et qui peut être appelé à d'autres fonctions, il peut faire d'autres choix dans sa vie. Et donc, je trouve que c'est d'une grande envergure politique, c'est une grande envergure juridique. Et je trouve que ça dénote d'un courage politique. Absolument. N'est-ce pas parce que des négociations, vous le savez, il est aussi un très grand acteur politique désormais. Des négociations dans les coulisses l'ont motivé à avoir un pareil détachement et à quitter ce poste? C'est possible. C'est possible. Je pense que ce n'est un secret pour personne qu'on est là dans la haute sphère politique et qu'il a dû juger, même si ça lui était proposé, s'il n'était pas dans cette envergure-là, il aurait pu démissionner et ne pas faire autre chose. Donc moi je pense que c'est quand même un acte d'une haute portée à la fois juridique et politique. C'est totalement inédit en effet, oui. Et généralement, quand ceux qui sont à ce poste quittent ou démissionnent, c'est qu'ils ont eu des problèmes, ils ont été contraints, ils ont été obligés de. Mais lui n'a pas été contraint. Non, je ne crois pas. Ou bien il n'y a pas eu une proposition plus alléchante? Enfin, je ne sais pas. On verra bien. À l'Union progressiste, l'avez-vous pressenti président de la 9e législature, puis dauphin du président Talon, ou seulement l'un des deux? Est-ce que vous pensez que on peut, comme ça, moi, sur ce plateau, pressentir quelqu'un pour être président de l'Assemblée nationale? Nous avons l'Union progressiste qui bientôt va devenir un parti encore plus grand. Oui, mais ça peut être lui comme quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que c'est trop tôt pour aborder ces questions-là. Vous savez, la classe politique béninoise nous a habitués à ne pas faire des prévisions mathématiques. Je vous souviens qu'en 2015, à l'Assemblée nationale, quelqu'un était parti pour être président et il y a une voix. Ça n'a pas été le cas. Oui. Donc, on ne va pas s'avancer comme ça en distribuant les postes de la République. Je pense que nos concitoyens, on a plus d'égards pour la population et pour nos citoyens que d'avoir déroulé comme ça qui sera président de l'Assemblée nationale, qui sera dauphin, qui ne le sera pas. Je pense qu'il est trop tôt pour s'avancer sur ce terrain-là. Cela veut dire que le chef de l'État ou l'Union progressiste
grand parti de la mouvance ne pense pas encore au dauphin du chef de l'État? Puisqu'il faut des prévisions. Et je sais que grand professeur d'université, c'est cela qui vous caractérise. Qu'est-ce qui nous caractérise? Les prévisions. Vous ne vous laissez pas surprendre. Non, bon, la vie réserve toujours des... Ou bien si c'est votre illustre personne, dites-le nous. Non. Ah, Joseph Diack-Benoît alors? Non, je vous le dis, ce n'est pas une question de personne. On est dans une dynamique de parti politique où c'est l'union qui décide, c'est le parti qui décide et le moment viendra où le parti décidera de qui pourra porter ses couleurs. Pour l'instant, c'est trop tôt. On est en train de travailler à l'immédiat, au futur immédiat, c'est le congrès. Et après cela, on reviendra pour en parler. Et jusque-là, puisque vous en parlez, on ne connaît pas encore, vous ne connaissez pas encore le profil du prochain président de cette union UP-PRD? C'est seulement le 21 prochain. Oui, mais c'est seulement le 20, c'est dans une semaine. Donc je vous incite à la patience. Même si vous ne nous donnez pas le nom, dites-nous le profil. Non. Non, je n'ai ni le profil ni le nom, je vous rassure. Je vous laisse le temps de patienter et de découvrir à l'issue de ce congrès qui vont porter les couleurs du nouveau parti. Donc ça ne sera ni Joseph Diack-Benoît ni Maître Adrien Gbedi. Je ne sais pas. C'est juste un coin de voile, professeur. Non, vous n'aurez rien de ce sens. Non, je ne sais pas. Sincèrement, je pense qu'il faut laisser la souveraineté au Congrès de décider de cela. Donc ne vous en faites pas, vous le saurez à l'issue de ce congrès. Professeur Salami, quelles sont vos attentes pour la 9e législature? Alors, pour la 9e législature, moi je pense qu'il faut d'abord qu'on veille à ce que les différentes composantes de la classe politique soient représentées. Il faut souhaiter que les élections soient les plus ouvertes possibles pour que la mouvance et l'opposition parlementaire puissent être représentées valablement et que les intérêts de la population soient mieux pris en compte par cette 9e législature. Et si l'opposition politique n'y était pas représentée? Non, il faut souhaiter que l'opposition soit représentée. Personne ne souhaite, personne ne peut souhaiter que le Parlement, la 9e législature, qu'il n'y ait pas d'opposants à la 9e législature. Il faut souhaiter qu'il y en ait pour la vitalité encore plus grande de la démocratie. Mais dans le contexte actuel et avec la loi, le principe des 10%, pensez-vous véritablement, professeur Salami, que le prochain Parlement, la 9e législature, ne sera pas à l'image de la 8e? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas vraiment. Mais qu'est-ce qui vous donne cette assurance? Non, je Puisque pense que... le principe des 10% est toujours là. Oui, mais je pense que les dernières... Peut-être que la classe politique a été surprise par la mise en application de ces lois-là. Aujourd'hui, on a le recul et on a vu à l'œuvre ce que ça a donné. Je suis sûr que chacune des obédiences politiques est en train de prendre les dispositions pour que les choses ne se répètent pas dans ce sens. Je pense qu'avoir été surpris une fois, c'est bon, mais être surpris par la même chose une deuxième fois, ce serait une faute. Faites-vous allusion à ce qu'un acteur politique disait la dernière fois, que les partis de l'opposition sont en train de penser à un regroupement, à une union telle que vous le faites actuellement? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se prépare dans les officines de l'opposition. Vous n'en avez pas eu vent qu'une union pareille... Non, pourquoi voulez-vous que j'en ai... Non, je ne suis pas du tout informé de ce qui se passe dans les officines de l'opposition. J'estime que pour le débat démocratique, ce serait bien que l'opposition s'organise pour y aller et on sera en face pour que les joutes politiques soient plus joyeuses. Et une union pareille des partis de l'opposition ne vous effraie pas à l'union progressiste?
Non. Ou ne ferait pas le prochain parti? Non, non, bon, pourquoi avoir peur de quelque chose qui n'est même pas encore arrivé? Chacun s'organise pour que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions démocratiques. Et donc, on laissera le peuple apprécier l'offre politique de chaque bord politique. Et puis, le peuple déterminera et décidera de ce qu'il y a lieu de faire. Seriez-vous candidat aux prochaines législatives? Je pense qu'il appartient, là aussi, on est dans une situation de discipline. D'abord, que par mes compétences, je devienne député, ça ne surprendrait personne. Que je sois même nommé, président que je sois nommé de la commission des à lois. tel ou tel poste, ça ne surprendrait personne. Mais je ne suis pas dans la langue de bois à considérer que rien ne m'intéresse. Ce serait d'une hypocrisie lamentable. Mais je vous dis que la discipline des partis politiques fait que on ne se lève pas pour vouloir postuler à telle ou telle chose. Tout ça se décide à l'intérieur d'un parti politique et c'est le parti qui décidera de ce que chacun peut apporter comme pierre à l'édifice. Donc moi je suis à la disposition de mon parti politique. Un peu comme votre collègue de la Cour constitutionnelle a effectué ce détachement et s'est mis à la disposition du parti et subitement président du parti Union progressiste. Pas subitement. Non. Ça donne l'impression que nous sommes en politique, tout est déjà fignolé, tout est déjà ficelé et puis on ne fait que déplacer les pions. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais ça peut être aussi vu comme une certaine organisation. C'est-à-dire des gens qui sont organisés, qui sont déterminés et qui ont un planning bien précis et qui déroulent leur programme. On ne peut pas reprocher ça à des gens d'avoir de la suite dans les idées, on ne peut que souhaiter ça pour des gens qui ont vocation à nous diriger, d'avoir de la prévention, d'avoir de la vision et de voir plus loin que la population. Je pense que c'est une bonne chose. Et vous, acteur politique aujourd'hui, vous vous retrouvez parfaitement bien dans cette dynamique. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je représente mon parti ici. Alors, professeur, l'une des dispositions... Je vais vous dire, en réalité, c'est avec enthousiasme et envie que j'entre en politique et que j'entre dans ce parti politique. J'ai vocation à faire tout ce que je fais avec envie et pour donner envie. Et donc, je m'y plais. Le jour où je n'aurai pas envie, je ferai autre chose. L'une des dispositions du code électoral précise que le député a un mandat de 5 ans renouvelable deux fois. Quelle lecture faites-vous de cette disposition? Ça date de 2019 maintenant. Je pense que là aussi, ça participe de la volonté de renouvellement de la vie politique. Il y en a dont les parents depuis qu'ils sont nés, leurs parents sont députés. Et à la fin, quand on leur demande que fait ton père, il dit député. Député, c'est pas un métier. Et donc, je pense que il y a quelque chose qu'on appelle la respiration de la démocratie. Il faut que la démocratie respire. Et ça respire aussi par le renouvellement de la classe politique. Il faut que chacun ait l'occasion de servir son peuple. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans, et puis passer à autre chose, et ne pas être éternellement dans la vie politique. Donc moi, je trouve que c'est une bonne disposition qui participe du renouvellement de la classe politique. Et donc vous aussi, vous allez faire votre temps et puis vous allez partir. Et bien sûr, la vie est ainsi faite, nul n'est éternel, et de toute façon, chacun passe. On dit que lorsqu'on est au début de sa carrière politique, on peut parler en ces termes. Mais une fois complètement dedans, une fois complètement engagé, une fois qu'on commence par en tirer des dividendes, excusez-moi de parler en ces termes, on n'aime pas rebrousser chemin. Je ne sais c'est fort pas. de cela que certains veulent s'éterniser à certains postes. Je ne sais pas, je ne peux que parler de moi que pour moi-même. Vous savez, Oui, professeur. j'ai la chance
d'avoir non pas un seul métier, mais deux. Je suis professeur d'université, je suis avocat, donc j'avais de l'occupation, j'ai toujours de l'occupation. Donc ce n'est pas le travail qui me manque. Moi, je pense que, comme moi, pour ce qui me concerne, je m'engage en politique, c'est parce que j'estime que je peux apporter quelque chose et que d'autres qui y sont peuvent aussi m'apporter quelque chose. Je pense que chacun, à un moment donné, doit décider de ce qu'il peut choisir comme étape de sa vie. Je pense que la politique, c'est un état, c'est un état d'esprit. Il faut l'exercer, il faut avoir l'occasion, c'est une expérience. Mais je ne pense pas qu'il faut toute sa vie se consacrer à ça. C'est ma conviction. Ceux qui consacrent leur vie à ça, c'est un choix que je respecte aussi. Venons-en à la gouvernance du président Patrice Talon. Quelle lecture vous en faites, professeur? En fait, je vais être franc avec vous. Avant que le président Talon ne vienne au pouvoir, je ne le connaissais pas personnellement. Et donc, quand je ne suis pas convaincu de quelque chose, je n'adhère pas comme ça. Et puis, je l'ai vu à l'œuvre, et sur beaucoup de choses, aucune gouvernance n'est parfaite. Sur beaucoup de choses, j'ai été convaincu de sa capacité à nous faire des progrès dans beaucoup de domaines qui se voient. On n'a même pas besoin de faire la liste. Et c'est ça aussi qui m'a convaincu, parce que j'aurais pu entrer en politique en entrant dans l'opposition. J'ai choisi d'aller à la mouvance parce que aussi j'ai été convaincu par sa gouvernance en 5 ans et en 6 ans. Et donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique. J'estime que dans beaucoup de domaines, c'est une gouvernance qui, par l'équation personnelle du président Patrice Talon, a amené le Bénin à faire beaucoup de progrès en termes de réalisation, en termes de gouvernance et en termes de discipline, en termes de la beauté même. C'est-à-dire que c'est vrai que jusque-là, on faisait de belles choses dans le pays, mais il y a une exigence encore plus grande du beau. Et ça, moi, je trouve que c'est une... Et cette vision d'un Bénin plus grand, d'un Bénin plus beau, je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être soutenu par une bonne majorité des Béninois. Quel regard sur la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin? Alors, moi j'estime que sans doute ça traduit une certaine vivacité de notre diplomatie d'avoir reçu le président Macron. Ce qui m'a frappé aussi dans ça, c'est la façon dont le président Talon nous rend dignes face à un président comme celui de la France. Vous savez, quand nos chefs d'État vont en France, ils ne sont pas reçus par les chefs d'État étrangers. Le président Macron ne vient pas à l'aéroport. Mais quand les présidents français viennent en Afrique, et les chefs d'État, ils se précipitent pour aller à l'aéroport, ils sont au garde à vous, ils voient leur Dieu, etc. Je trouve que rien que ça, d'avoir été reçu à l'aéroport par les ministres, une forte délégation qui lui manifeste un certain respect, mais pas par le président, et que le président le reçoive à la présidence, je trouve que c'est une bonne marque de l'image qu'on renvoie, de la respectabilité, de la dignité que nous devons manifester par rapport à l'étranger, par rapport à l'ancien colon. C'est très important. C'est très important pour moi dans l'idée qu'on se fait du Béninois, l'idée de la dignité et de la dignité du Béninois et de notre pays. C'est très important pour moi. Ça n'a pas été assez suffisamment souligné. Je pense que c'est très important.
Et quand vous voyez le président Macron qui est venu visiter les œuvres, les trésors, de voir dans quelles conditions ces trésors ont été installés, pas de poussière, propre, joli, du beau, de la classe. Je trouve que c'est une image respectable qu'on renvoie du Bénin. Et moi, je m'inscris complètement dans cette idée-là que nous autres jeunes, on doit adopter, et que le président Talon soit là ou pas, c'est une idée qu'il va laisser à la postérité, qu'on peut être dans un pays sous-développé, être digne, propre et beau. Quel regard sur la célébration du 1er août? Alors, ce que ça renvoie en termes d'image, c'est d'abord pas la présence des anciens présidents de la République, c'est l'idée d'une certaine unité nationale, l'idée que le Bénin est fort quand il est rassemblé. Les Béninois aiment ça. Les Béninois aiment des images de rassemblement, d'union. Je trouve que c'était une belle chose. Et le défilé lui-même, on nous en a mis plein les yeux. C'est l'image d'un Bénin qui gagne, l'image d'un Bénin qui est beau. Même ceux qui n'aiment pas Talon ont dû constater qu'on est capable de faire de belles choses. Et ça rend digne d'être béninois. Puisque vous en parlez, il est des monuments qui ont été érigés à la gloire de nos héros. Le nouveau monument aux morts, place Mathieu, certains, tout en saluant tout ce qui a précédé et l'esprit qui a conduit à son érection, ont préféré plutôt qu'on enlève Mathieu et qu'on parle de Paraskéric ou autre, puisque c'est national. Mathieu, ça renvoie au colon. Mathieu, ça renvoie au colon. Ah bon? Puisque c'est la langue du colon. Ah d'accord. Non, moi je pense que le discours qui a été tenu par le président Talon, en considérant qu'on a toujours honoré une place et des monuments faits par les colons, moi j'ai été très touché, sensible. J'ai été touché dans mon patriotisme. J'ai été touché dans mon élan national. J'ai vraiment eu la chair de poule en me disant, bon, effectivement, je n'y avais pas pensé. Et quand les gens font des choses auxquelles je n'avais pas pensé et qui relèvent de logique, qui relèvent de ce qu'on peut considérer comme étant quelque chose de bon, En fait, ce que le président Talon nous a offert là, c'est une lecture corrigée de l'histoire, de notre propre histoire contemporaine. Et je trouve qu'il a été bien inspiré et que la place, je n'ai pas encore eu l'occasion de la visiter, mais si vous voulez regarder ces monuments-là, il faut les regarder ensemble et voir ce que ça dégage comme image dans la représentation que nous avons de notre Bénin. Et ça, on ne peut qu'être fier. L'appellation importe peu. Non, l'appellation n'importe pas peu, mais bon, vous savez, les dirigeants font leur choix. Ils font des choix, comme, vous voyez, l'aéroport de Cotonou, l'aéroport Cardinal Benane-Ganti, c'est un choix. C'est des choix politiques qu'on respecte et qu'on estime que ça correspond à une certaine vision de nos gouvernants. Voilà. En tant qu'universitaire averti, quel regard sur les réformes relatives aux recteurs et doyens des universités publiques? Bon, ça fait partie d'un ensemble de réformes qui ont été faites. Et moi j'ai été vice-doyen, j'ai été vice-doyen élu, j'ai manqué d'être doyen élu. Je pense que on était arrivé dans une dynamique avec les élections des doyens et des recteurs, une dynamique
politique partisane, faite de lutte politique, de corruption et tout ça, et que les nominations des recteurs, des vice-recteurs et des doyens, à mon humble avis, a pacifié la relation entre les doyens, les recteurs et les autorités. Je pense qu'on est en train de faire, là aussi, on a fait l'expérience des élections, on est en train de faire l'expérience des nominations, et puis avec recul, on fera le point, on saura si c'est la meilleure formule ou pas. Pour l'instant, je pense que ça se passe plutôt bien. Ça a pacifié les universités, ça a pacifié les facultés. Les enseignements se déroulent normalement. À la faculté de droit où je suis, on a déjà fait la première session, on a même déjà fini la deuxième session. Et ça permet de libérer les étudiants en vacances ou alors pour les voyages. Donc, on a eu un gain qualitatif par rapport à ça. Alors, nous sommes au terme donc de cette émission. Merci d'avoir accepté répondre à toutes nos interrogations. C'est un honneur. Merci, professeur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Un mot pour conclure? Alors, je conclurai. D'abord, je vous remercie de me ramener à GovTV. Ça fait au moins 5 ans que je ne suis pas venu ici. C'est un honneur de vous retrouver et de voir Spero Arosino prendre les commandes à côté du baobab que vous êtes. Je pense que moi, l'idée que je veux imprimer en m'engageant en politique, c'est l'idée que la politique peut avoir du noble, la politique peut avoir du beau, la politique peut rassembler. Et la politique doit nous amener à tout faire pour que l'unité nationale soit préservée et que les filles et fils de ce pays se mettent ensemble pour construire un grand pays. Si on y arrive, ce serait une très belle aventure. Merci beaucoup. Merci, professeur Ibrahim Salami, qui, de spectateur, mesdames et messieurs, est désormais acteur politique pour participer à la gestion de la chose publique, toute chose qu'il trouve beau. Tout ce qu'on fait dans la vie, dit-il, on le fait tel qu'on est. Il avoue aborder la politique avec beaucoup d'humilité, car, dit-il, le monde politique n'est pas le monde académique. Il a précisé qu'il est à l'Union progressiste parce qu'il a fait un choix qu'il assume parce que l'environnement le lui permet. Mais déjà, il affirme que l'Union progressiste se porte bien, très bien, parce que l'Union progressiste est un parti qui se veut le plus grand aujourd'hui au Bénin. S'agissant des noces prochaines, Union progressiste, parti du renouveau démocratique, il avoue que c'est l'Union progressiste qui s'est portée vers le PRD pour cette union. Ce mariage sera consacré le 21 août prochain au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. C'est dans l'expectative de devenir, une fois encore, le plus grand parti du Bénin et qui ne voudrait pas laisser de place aux autres partis et que cette union est irréversible. Les dimensions juridiques, les dimensions politiques de ce mariage ont été vues, revues et peaufinées. L'ambition à terme, constituer un bulldozer politique de façon à ce que très peu de choses soient laissées aux autres partis. Le paradigme, a-t-il dit, entre-temps a changé. Le PRD, qui s'était entre-temps opposé à toute union, a admis le mariage. S'agissant du président de cette institution et de cette union et des autres spécificités, le professeur Ibrahim Salami nous renvoie aux conclusions prochaines du congrès consultatif. Abordant la gouvernance du président Patrice Talon, il dit qu'il se laisse séduire par l'exigence du beau, du grand, qui caractérise le président Patrice Talon. Toutes choses qui l'ont motivé à entrer dans la politique et à intégrer la mouvance. Il salue la volonté du président Patrice Talon d'élever la dignité du Béninois. Professeur Ibrahim Salami, merci.
C'est moi. Merci infiniment. Ibrahim, Merci. sinon, merci à vous aussi. Merci, Germain. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.